Imaginons un instant qu'une froide ligne de code algorithmique, en fait, puisse anticiper un bouleversement géopolitique majeur. C'est clair que dit comme ça ressemble vraiment au point de départ d'un film de science-fiction. Bah oui, complètement. Et le plus fou, c'est que cette prédiction ne se lit pas dans une boule de cristal ou dans des notes secrètes des services de renseignement. Non, elle se lit à travers la trajectoire complètement frénétique du prix de quelques métaux. Et c'est là que la réalité dépasse bien souvent la fiction. Surtout quand la psychologie des marchés et l'histoire mondiale entrent en collision. Bonjour au passage, je suis ravie d'explorer ça aujourd'hui. Bonjour. C'est le point de départ de notre exploration d'aujourd'hui et franchement, ça ressemble à un vrai thriller financier. L'analyse qu'on va faire repose sur un document que j'ai trouvé absolument fascinant. Un rapport très dense d'ailleurs. Très dense, oui. C'est un rapport très détaillé publié le 1er mars 2026. Son titre, c'est Or, argent, platine, cuivre. 6 mois de hausse, un crash, une guerre. L'objectif de notre plongée dans ces données, de notre mission d'aujourd'hui en fait, c'est de comprendre comment 4 métaux, qui n'ont sur le papier pas grand-chose en commun, ont suivi une trajectoire explosive absolument identique. Et on va aussi analyser ce crash historique qui a littéralement secoué les marchés le 30 janvier 2026. Exactement. Et ensuite, on décryptera comment un événement géopolitique majeur, survenu fin février, a ravivé le fantôme économique des années 1980. Alors juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense qu'il y a une précision vraiment essentielle à faire pour l'intégrité de notre analyse. Oui, t'as raison, vas-y. Le rapport qu'on examine aborde des événements géopolitiques récents et extrêmement sensibles. On parle notamment d'opérations militaires majeures survenues fin février 2026. La source mentionne des frappes coordonnées par les États-Unis et Israël, ainsi que des ripostes de l'Iran. Il faut que ce soit parfaitement clair pour tout le monde, cette émission ne prend absolument aucun parti. On ne soutient aucune action politique ou militaire, quelle qu'elle soit. C'est un avertissement crucial, oui. Notre seul rôle ici, c'est de rapporter de manière strictement impartiale les faits économiques, les données algorithmiques et le contexte géopolitique, exactement tels qu'ils sont documentés dans la source. Le but, c'est juste de comprendre comment et pourquoi les marchés financiers ont réagi avec une telle violence. Le cadre est posé, objectivement, c'est fondamental. Bon, décortiquons un peu tout ça. Commençons par ce que le rapport appelle la grande convergence. Entre septembre 2025 et janvier 2026, l'or, l'argent, le platine et le cuivre ont tous grimpé en flèche en même temps. Ce qui est très rare. Ouais, c'est ça. Un tel alignement, c'est plutôt rare. Quel a été le véritable moteur derrière cette envolée simultanée ? Eh bien, la toile de fond, c'est ce que la source décrit comme une méfiance structurelle, presque viscérale, à l'égard du système monétaire dominant, et plus particulièrement du dollar américain. On parle pas d'une petite nervosité passagère des traders alors. Ah non, pas du tout. On parle d'un mouvement tectonique. Le rapport met en lumière un chiffre historique. Pour la première fois en 30 ans, les banques centrales détiennent collectivement plus d'or que de bons du Trésor américain dans leurs réserves. Plus d'or que de dette américaine. C'est un basculement majeur, en fait. Et j'imagine que c'est pas toutes les banques centrales qui agissent de la même façon. Non, le mouvement est très clairement mené par un bloc spécifique de pays, comme la Chine, la Russie et la Turquie. Il procède à une réallocation stratégique massive. Ils achètent à quel rythme à peu près ? Au rythme hallucinant d'environ 1000 tonnes par an, l'objectif est limpide, se prémunir contre le risque de sanctions et réduire leur dépendance au système financier américain. 1000 tonnes par an, ça assèche forcément le marché physique. Mais au-delà de ces achats institutionnels, le contexte macroéconomique a dû jouer un rôle d'accélérateur aussi, non ? Absolument. Il y a eu deux catalyseurs principaux. D'abord, la politique monétaire. La Réserve fédérale américaine a amorcé un cycle de baisse de ses taux lors de la conférence de Jackson Hole en août 2025. Et ça, mécaniquement, ça aide l'or. Oui, parce que quand les taux baissent, les rendements des placements perçus comme sûrs, comme les obligations d'État chutent, l'or, qui est un actif qui ne verse aucun intérêt aux dividendes, devient alors mathématiquement beaucoup plus séduisant par comparaison. D'accord. Et le deuxième catalyseur ? Le climat politique américain. Le rapport souligne que le retour de Donald Trump au pouvoir a réintroduit une incertitude colossale sur les marchés mondiaux, avec des menaces de tarifs douaniers très agressifs et une pression politique constante sur l'indépendance de la Fed. Les acteurs économiques ont perçu un risque systémique pour la monnaie elle-même.
Et la réaction humaine classique dans ce genre de cas, c'est la ruée vers les actifs tangibles, ce qu'on peut toucher. C'est exactement ça, la fuite vers la sécurité matérielle. Ce qui nous amène à regarder de plus près ces fameux actifs tangibles. On a 4 métaux et la source raconte 4 histoires économiques distinctes. Prenons-les un par un si tu veux bien. On va commencer par la valeur refuge par excellence, l'or. L'or a parfaitement joué son rôle historique dans cette crise. En 2025, il a enregistré une hausse spectaculaire de 73% en dollars. Il a même touché un pic historique de 5 595 $ l'once à la fin du mois de janvier 2026. 5595 $, c'est énorme. Mais ce qui est intéressant, c'est la mécanique derrière cette hausse. En 2025, les investisseurs institutionnels ont injecté 64 milliards de dollars dans des ETF adossés à l'or. Attends, juste pour être clair sur ce point technique précis. Quand on dit qu'ils ont injecté 64 milliards dans des ETF or, on est bien d'accord qu'ils ne sont pas en train d'acheter des vrais lingots physiques qu'ils empilent dans un coffre-fort en Suisse ou à Londres. Un ETF, c'est quoi exactement dans ce contexte? Excellente question. Un ETF, c'est un fonds négocié en bourse. En gros, c'est comme si on achetait une action classique en bourse, mais au lieu de représenter une part d'une entreprise technologique ou automobile, cette action réplique simplement le cours de l'or. C'est ce qu'on appelle de l'or papier en fait. Voilà, de l'or papier. C'est extrêmement liquide, on peut l'acheter et le vendre en un clic depuis un ordinateur. On évite tous les soucis de logistique, d'assurance ou de stockage sécurisé liés au métal physique. Mais attention, cette distinction entre l'or papier et l'or physique est cruciale pour comprendre la suite des événements. Justement, ça fait une transition parfaite vers l'argent. Parce que si l'or a brillé, l'argent a été la véritable star de cette période, avec une hausse de 150% en 2025. Mais la dynamique de l'argent semble beaucoup plus capricieuse, plus instable dans le rapport. L'argent est un métal fascinant parce qu'il a une double identité. C'est un métal monétaire, souvent perçu comme l'or du pauvre, mais c'est surtout un métal indispensable industriel. On l'utilise partout aujourd'hui. Partout. Il est massivement utilisé pour fabriquer des panneaux solaires, des composants électroniques de pointe et même dans l'industrie médicale pour ses propriétés antibactériennes. Et c'est là qu'une tension incroyable s'est créée à l'automne 2025. Un vrai gouffre entre le marché papier de la finance et la réalité physique du terrain. Le rapport donne des détails frappants à ce sujet, notamment sur l'état des stocks physiques. Oui, les réserves physiques stockées à Shanghai ont atteint leur niveau le plus bas depuis 9 ans. Des retards de livraison majeurs ont été signalés en même temps sur les bourses de Londres et au COMEX. Le COMEX étant le principal marché à terme américain. Donc l'endroit où négocient les contrats de métaux. C'est ça. Pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut s'imaginer le jeu des chaises musicales. Sur le marché papier de l'argent, il y a peut-être 100 contrats financiers qui circulent de main en main, mais il n'y a que 5 chaises. 5 chaises qui représentent le métal réel. C'est l'équivalent de 5 lingots physiques réellement disponibles et livrables dans les coffres. Tant que la musique joue et que tout le monde spécule sur les prix de manière virtuelle, tout va bien. Personne ne réclame son métal. Mais à l'automne 2025, la musique s'est arrêtée. Brutalement. Les industriels ont voulu sécuriser du vrai métal pour faire tourner leurs usines de panneaux solaires et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas assez de chaises. Cette rareté physique extrême a fait exploser les prix. C'est fou cette déconnexion entre la spéculation financière et l'industrie réelle. Mais si l'argent a bénéficié de sa double casquette monétaire et industrielle, qu'en est-il d'un métal qui est presque purement industriel, voire carrément futuriste, comme le platine? Le rapport parle d'une crise de l'offre majeure. Pour le platine, le choc est venu directement du sous-sol. L'Afrique du Sud, qui faut-il le rappeler, extrait environ 75% du platine mondial, a subi un effondrement de 24% de sa production en 2025. Un quart de la production mondiale qui disparaît, c'est massif. Mais la vraie tension, elle se trouve dans les projections d'avenir. Le platine est le catalyseur indispensable pour produire de l'hydrogène vert, et particulièrement pour les piles à combustible, les fameuses piles PEM. C'est la technologie qui est au cœur de la transition énergétique lourde pour les camions, les bateaux. Exactement. Et la source estime que l'adoption des véhicules à hydrogène et des infrastructures liées pourrait nécessiter jusqu'à 3 millions d'onces de platine supplémentaires chaque année d'ici 2033. 3 millions d'onces, pour donner un ordre d'idée. Pour mettre ce chiffre en perspective, ça représente 30% de la production mondiale actuelle. Le marché a donc commencé à paniquer en 2025 en réalisant que l'offre sud-africaine, blessée, ne pourrait mathématiquement pas soutenir cette révolution de l'hydrogène. Ce qui nous amène au 4e métal, le cuivre. Le rapport de Repix souligne une hausse très agressive poussée par ce qu'il appelle la géopolitique tarifaire et des taxes douanières. Mais
Là, je veux bien comprendre la logique pour l'or, mais le cuivre. C'est vrai que ça paraît contre-intuitif au premier abord. Bah oui, parce que si on craint le retour de politiques protectionnistes et de guerres commerciales intenses, ça devrait logiquement freiner les échanges internationaux, ralentir l'industrie mondiale et donc faire chuter la demande de cuivre, non? C'est une excellente remarque et c'est tout le paradoxe de l'anticipation des marchés financiers. Ce qui s'est passé avec le cuivre, c'est une réaction de panique préventive. Les grands industriels mondiaux savaient que de lourdes taxes douanières risquaient d'être imposées sur les importations aux États-Unis avec le changement d'administration. Donc ils ont pris les devants. Ils se sont mis à expédier et à stocker des volumes massifs de cuivre directement sur le sol américain avant que les barrières douanières ne se ferment. C'est ça la fameuse géopolitique tarifaire. Ça a créé une distorsion phénoménale. On s'est retrouvé avec une surabondance temporaire de cuivre aux États-Unis et une pénurie partout ailleurs dans le monde. Le rapport donnait un chiffre fou là-dessus, je crois. Oui, à un moment précis, l'écart de prix entre la tonne de cuivre vendue à New York et celle vendue à Londres a atteint le chiffre absurde de 2500 $. C'était du jamais vu. D'accord, donc on a stocké massivement par peur de la taxe. Mais le rapport souligne aussi que la demande structurelle pour le cuivre est en pleine mutation. C'est pas juste une histoire de douane. C'est l'autre face de la pièce, l'évolution technologique. L'offre minière est très rigide. La source rappelle d'ailleurs que la production mondiale a été amputée par 2 catastrophes naturelles majeures en peu de temps. D'abord un séisme dévastateur en République démocratique du Congo. Qui est un producteur énorme de cuivre. Très important, oui. Et ensuite, un gigantesque glissement de terrain en Indonésie qui a réduit la production de la mine géante de Grasberg de 35% pour toute l'année 2026. Donc face à cette offre meurtrie et incapable de s'adapter vite, on a un mur de demande. Une voiture électrique, par exemple, nécessite environ 4 fois plus de cuivre pour son câblage et ses moteurs qu'une voiture thermique classique. Et le rapport mentionne aussi l'intelligence artificielle dans cette équation du cuivre. Pire encore que les voitures électriques, oui. Un data center conçu pour faire tourner des grands modèles d'intelligence artificielle exige 5 fois plus de cuivre qu'un data center classique. Pourquoi une telle différence ? À cause de la chaleur. Les puces d'IA consomment tellement d'énergie qu'il faut des systèmes de distribution électrique massifs et surtout des systèmes de refroidissement par eau qui requièrent des kilomètres de tuyauterie en cuivre. Si on résume la situation fin janvier 2026, on a des métaux portés par l'achat massif des banques centrales, des pénuries physiques, le boom de l'IA, la transition énergétique et des spéculations massives sur les marchés dérivés. Tous les feux sont au vert fluo. Et pourtant, boum, tout s'effondre d'un coup. Ce qui est fascinant ici, c'est la brutalité mécanique avec laquelle la tendance s'est inversée. Le marché s'est heurté à un mur de briques le 30 janvier 2026. La fameuse journée noire. Les chiffres du rapport donnent le vertige. En une seule séance de bourse, l'or perd 11,4%. C'est sa pire chute depuis 1983. L'argent se fait littéralement massacrer avec un plongeon de 31,6%, du jamais vu depuis mars 1980. Comment autant de valeur peut-elle être vaporisée en quelques heures seulement ? La source décrit un phénomène purement technique, déclenché à la base par une peur psychologique. L'étincelle initiale a été l'annonce de la nomination de Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale. Il a une réputation particulière, lui. Le marché le perçoit comme un faucon. Dans le jargon, c'est un banquier central très strict, réputé prêt à remonter les taux d'intérêt brutalement pour contrer l'inflation, quitte à casser la croissance. Ça a provoqué un premier frisson d'inquiétude. Mais le véritable bourreau de cette journée, c'est l'opérateur des marchés financiers lui-même, le CME Group. C'est là que l'architecture invisible de la finance entre en scène. Que s'est-il passé avec les décisions du CME Group ? Le CME Group gère les grands marchés à terme. Face à l'extrême volatilité qui commençait, ils ont décidé, pour protéger la stabilité du système, d'augmenter brusquement les appels de marge. Un appel de marge, c'est fondamentalement la caution qu'un trader doit bloquer en cash sur son compte pour avoir le droit de spéculer avec un effet de levier. Le CME a relevé cette exigence de caution de 6% à 8% pour l'or et de 11% à 15% pour l'argent. Ça semble être une toute petite augmentation de quelques pourcents au final. Sauf que quand un fonds d'investissement trade avec des centaines de millions de dollars empruntés, passer de 11 à 15% de caution exige de trouver des liquidités massives du jour au lendemain, des dizaines de millions de dollars en cash immédiatement. Et j'imagine que personne n'avait ce cash sous la main. La plupart des spéculateurs n'avaient pas cet argent en réserve. Ils ont donc reçu ce fameux coup de fil de la part de leur courtier, l'appel de marge. Le message était simple:
déposez plus de cash aujourd'hui ou on vend vos positions par la force. Comme ils ne pouvaient pas payer, les courtiers ont liquidé les positions sans demander leur avis. Cela a fait chuter le prix des métaux en flash, ce qui a déclenché des cascades de stop-loss. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le trading, un stop-loss, c'est bien ce système de sécurité automatique programmé par un investisseur pour vendre ses actifs dès que le prix tombe à un certain seuil. Le but, c'est de limiter sa perte, n'est-ce pas? Exactement. C'est un ordre informatique automatique. Sauf que, quand des milliers de stop-loss se déclenchent exactement en même temps à la milliseconde près, cela génère un tsunami de vente sur un marché qui n'a soudainement plus aucun acheteur en face. C'est une spirale infernale. Et c'est ce qui explique la chute de l'argent. C'est pour ça que l'argent a subi une baisse 3 fois plus violente que l'or. Son marché financier est beaucoup plus petit, il absorbe beaucoup moins bien les chocs de liquidité, et il y avait une proportion gigantesque de traders très endettés pariant sur sa hausse. Dès que le CME a demandé plus de caution, le château de cartes de l'argent s'est effondré sous son propre poids. C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que cette purge financière phénoménale de janvier n'est en fait que la préparation du terrain. Le rapport nous emmène ensuite un mois plus tard, le 28 février 2026. Et là, le choc n'est plus du tout financier, il est géopolitique, avec des ondes de choc immédiates sur nos 4 métaux. Un séisme géopolitique qui change instantanément la grille de lecture de toute l'économie mondiale. Reprenons le récit factuel, tel que présenté par la source pour la nuit du 27 au 28 février. Vers 2h30 du matin, à Washington, la nouvelle tombe. Des opérations militaires majeures ont débuté. Le rapport décrit des frappes menées par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Des frappes qui ciblaient des infrastructures près de Téhéran et d'autres zones stratégiques. C'est ça. Et dans la foulée, des tirs de missiles et de drones iraniens visent le territoire israélien et diverses installations américaines réparties dans le Golfe. Les espaces aériens de toute la région sont immédiatement bouclés. Encore une fois, je tiens à le répéter, on s'en tient strictement aux faits relatés par le rapport Europix, notre but étant uniquement de décortiquer comment le marché financier réagit à l'ouverture d'un conflit armé de cette envergure. Cette mise en contexte est cruciale, car elle donne tout son sens à la trouvaille la plus troublante du rapport. L'auteur fait référence à une analyse purement algorithmique publiée par Europix le 8 février, soit 20 jours avant le début de ce conflit. Et cet algorithme avait vu quelque chose d'incroyable. Il faut rappeler ce qu'il s'est passé en 1980. L'or avait pulvérisé tous les compteurs, passant d'environ 378 $ à 835 $ en l'espace d'à peine 80 jours. C'était une folie furieuse. C'est ça. Le modèle algorithmique alignait mathématiquement la date du 8 février 2026 avec celle du 30 octobre 1979. L'ordinateur posait une question froide et purement mathématique. Est-ce que les 80 jours suivants allaient reproduire la même explosion des prix? Mais l'algorithme ne lit pas l'actualité politique, il ne lit que des chiffres. Or, qu'est-ce qui avait mis le feu aux poudres en 1979? Il y a eu 2 événements majeurs à ce moment-là. La prise d'otage à l'ambassade des États-Unis à Téhéran en novembre et l'invasion militaire de l'Afghanistan par l'Union soviétique fin décembre. 2 chocs géopolitiques massifs impliquant le Moyen-Orient et des superpuissances. Et là, en 2026, pile dans cette fenêtre de 80 jours identifiée par une simple équation mathématique, on assiste à un conflit militaire direct, ouvert, dans le Golfe Persique, impliquant les mêmes acteurs historiques. C'est ce qui donne ce côté prophétique, presque angoissant, au rapport. On dit souvent que l'histoire ne se répète pas mais qu'elle rime, et là, le catalyseur de 1979 réapparaît avec une magnitude bien plus sévère. C'est le triomphe de l'analyse comportementale assistée par ordinateur en fait. L'algorithme ne prédit pas la guerre, il n'a pas de boule de cristal. Il détecte simplement que la tension psychologique, l'accumulation des positions financières, la panique latente des marchés ont construit exactement la même architecture de crise qu'en 1979. Le fait que l'étincelle géopolitique vienne allumer la mèche au moment exact où la poudre financière était statistiquement la plus inflammable, c'est un alignement profondément troublant. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? On a un crash, un conflit armé, un algorithme prédictif. Comment la source se projette-t-elle dans le futur proche? Le rapport Europix dégage 3 scénarios possibles. On va s'attarder sur les perspectives que cela dessine pour nos 4 métaux. Ce qui était considéré en février comme un scénario extrême est devenu, au matin du 28 février, l'hypothèse de travail principale. C'est ce que le rapport nomme le scénario 1, une réplique directe de 1980. Avec un or qui s'envole complètement.
Dans un tel environnement de panique existentielle et de fermeture potentielle des routes commerciales, la projection pour l'or s'envole entre 7 000 et 10 000 dollars l'once. La cible intermédiaire de 6 000 dollars, qui était déjà calculée par des grandes banques institutionnelles comme la Deutsche Bank, devient une étape presque conservatrice dans ce scénario. Et pour l'argent, qui sort d'un crash effroyable de plus de 30% un mois plus tôt, ça doit être la panique totale pour les investisseurs positionnés sur ce métal. Paradoxalement, c'est précisément ce crash qui lui confère une énergie potentielle énorme pour la suite. La purge technique de janvier a nettoyé le marché de tous les spéculateurs à crédit les plus fragiles. Le rapport utilise des canaux de volatilité historiques pour estimer que l'argent, dans ce climat de guerre, a la capacité de rebondir avec une violence extrême. Il cible potentiellement la barre des 110 dollars l'once. C'est colossal comme rebond. Et pour le platine? L'équation est plus simple. Le déficit de production physique dont on parlait en Afrique du Sud s'additionne instantanément à une prime de peur géopolitique. La résistance technique identifiée autour des 2700 dollars semble être la prochaine étape logique pour les marchés. C'est fascinant, mais je remarque que le rapport est beaucoup plus prudent et nuancé concernant le cuivre. La source parle d'une situation très ambiguë. Pourquoi le métal rouge réagirait-il différemment des 3 autres métaux précieux? Parce que le cuivre, c'est vraiment le baromètre de l'économie physique. Et là, il se retrouve pris en étau entre deux tsunamis de sens complètement opposés. D'un côté, un conflit majeur impliquant l'Iran menace directement la libre circulation maritime, notamment à travers le détroit d'Ormuz. Où passe une quantité astronomique de marchandises? Exactement. Si les routes maritimes sont perturbées, les coûts de fret et de transport du cuivre explosent, ce qui pousse le prix final à la hausse. Mais de l'autre côté, une guerre au Moyen-Orient implique presque inévitablement un choc pétrolier majeur. L'énergie coûte beaucoup plus cher, l'économie mondiale freine brutalement, les usines tournent au ralenti, et donc la demande industrielle mondiale pour le cuivre s'effondre. Donc le métal est écartelé entre des coûts logistiques qui montent en flèche et une demande industrielle qui pourrait tout simplement s'évaporer à cause de la récession. C'est une dynamique terriblement complexe pour le cuivre. On est très loin de la simple panique monétaire de l'or. Oui, c'est clair. Mais si l'on relie cela à la situation globale, il est vraiment impératif d'apporter une nuance majeure. La comparaison avec les années 1980 a ses limites. Le monde a changé depuis. Totalement. En 1980, le contexte macroéconomique était très différent. L'inflation aux États-Unis atteignait les 13,5%. Le cash perdait sa valeur à vue d'œil, mois après mois. Et surtout, que pouviez-vous acheter pour vous protéger à l'époque? L'univers de l'investissement était extrêmement restreint. Il n'y avait pas d'application sur smartphone pour acheter des actions du monde entier. Exactement. Aujourd'hui, en 2026, l'or est en compétition féroce avec des actifs qui n'existaient pas ou n'étaient pas aussi accessibles il y a 45 ans. On pense aux crypto-monnaies comme le Bitcoin, à l'immobilier mondialement financiarisé, aux fonds indiciels qui couvrent toute la planète. Une corrélation algorithmique de 93% sur une courbe passée est une boussole incroyable, mais ce n'est jamais une promesse mathématique infaillible. C'est une excellente mise en perspective de la part de l'auteur. La carte mathématique n'est pas le territoire économique réel, même si l'algorithme semble avoir visé dans le mille de manière effrayante avec les événements de la fin février. L'écosystème financier de 2026 est infiniment plus fragmenté et complexe. Tout à fait. Et cela soulève une question importante pour quiconque étudie ce rapport de près. Comment préserver la valeur de son travail et de son épargne dans un environnement aussi volatile? Quand une simple ligne de code et une salve de missiles peuvent redéfinir en une seule nuit la valeur des ressources fondamentales de notre planète, cela force à repenser l'idée même de sécurité financière. Pour faire la synthèse de cette analyse approfondie du rapport d'Europix, ce qui me frappe le plus, c'est que l'impensable est de nouveau sur la table. Des modèles informatiques très complexes avaient décelé la probabilité d'un choc structurel majeur sur les métaux. La géopolitique de la nuit du 28 février a simplement craqué l'allumette pour tout déclencher. Les marchés s'inspirent toujours de l'histoire pour fixer les prix, et ce qu'ils lisent dans le livre d'histoire de ce mois de mars 2026 est particulièrement anxiogène pour l'économie mondiale. En guise de conclusion, j'aimerais proposer une réflexion finale qui va dans le sens du rapport, mais en l'amenant un peu plus loin sur le plan philosophique. Je t'écoute. Si cette crise géopolitique majeure de 2026 ramène brutalement le monde à la dure réalité des actifs tangibles des années 80, c'est-à-dire l'importance vitale du métal lourd, de l'or qu'on peut tenir dans sa main, du cuivre absolument nécessaire au câble électrique, que va-t-il se passer pour la valeur perçue de tous les actifs purement immatériels et numériques qu'on a créés depuis ?
C'est une vraie question. Notre économie moderne repose entièrement sur le cloud, sur les crypto-monnaies, sur des données virtuelles et des logiciels. Ces actifs intangibles n'ont jamais été testés par une crise existentielle et un conflit mondial de cette ampleur. C'est peut-être le moment de se demander si, à l'ère du tout numérique et de l'intelligence artificielle, la véritable réserve de valeur ne redevient pas, tout simplement, ce que l'on peut extraire physiquement de la Terre. C'est une excellente matière à réflexion pour terminer. La confrontation brutale entre le monde digital, virtuel, et le monde tangible face à l'épreuve du feu. Le choc des métaux ne fait certainement que commencer. À très bientôt pour une prochaine plongée dans les données.